Après l'Université de Pretoria et la Chambre de commerce Canada-Afrique, l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, toujours dans la quête de donner un nouveau narratif de la RDC en matière de lutte contre la corruption, organise en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles, ULB, une conférence débat les 26 et 27 octobre 2023 sur son campus du Stellenbosch. Thème : les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en RDC. Ces 2 journées scientifiques seront l'occasion d'échanges entre la diaspora congolaise ou toute autre personne intéressée par la RDC avec cette structure de contrôle des finances publiques congolaises placée sous l'autorité directe du président de la République, engagée à insuffler une nouvelle politique pour leur gestion saine dans ce pays. Outil d'implémentation de bonne gouvernance disposant de compétences éprouvées en matière d'audit et de contrôle des finances comme des biens publics, l'IGF lutte également contre la corruption. En outre, il promeut une politique d'assainissement des finances publiques et travaille de même pour l'amélioration du climat des affaires. À ce rendez-vous, plusieurs intervenants sont attendus. Jules Alinguetekei, inspecteur général des finances, chef de service. Christian Dongela, ambassadeur de la RDC en Belgique. David Haute, chef d'équipe de l'EU Global Facility, projet consacré à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Bertin Mampaka, sénateur belge. Al Kitenge, stratège et expert en innovations économiques. Alex Lumpali, professeur en sciences économiques et de gestion à Namur. Les 2 journées seront rythmées par des conférences suivies d'une séance de questions-réponses. Pour tout contact et toute information, plus 243 85 11 34 444. IGF, pour l'implémentation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. L'Université libre de Bruxelles, ULB, a abrité du 26 au 27 octobre 2023 une conférence débat axée sur les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en République démocratique du Congo. Devant la diaspora congolaise en Europe, l'inspecteur général, chef de service de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, a plaidé pour un nouveau narratif sur la RDC en matière de lutte contre la corruption, déclenché depuis 2019 par le président de la République, Félix Tshisekedi. L'objectif de cette conférence était de mettre en lumière les efforts menés par l'Inspection générale des finances dans l'extirpation de ce fléau, l'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, ainsi que les résultats obtenus, avec toutes les retombées dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires et d'investissement. Initiée par l'IGF en collaboration avec l'ULB, cette conférence de 2 jours a eu comme orateur principal l'inspecteur général des finances chef de service, Jules Alinguetekei, ainsi que plusieurs intervenants. Le premier jour, dans l'amphithéâtre de l'ULB, l'activité a débuté par le discours d'ouverture de l'ambassadeur de la RDC, Christian Dongela, qui fut par ailleurs étudiant de cette université. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour ouvrir cette conférence. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'ULB, un lieu d'acquisition des connaissances, un lieu d'échange, de production et de transmission des savoirs. C'est aussi ma maison, l'ULB, ici que j'ai été formé. Je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous sommes accompagnés non seulement des personnalités de la société civile, du monde académique et politique, mais aussi des nombreux autres acteurs de première ligne face à la problématique de la bonne gouvernance, notamment économique, qui, on ne le répétera jamais assez, est l'un des fondements du développement économique. Gouvernance économique, entendue ici comme étant l'ensemble des systèmes d'institutions, procédures et de réglementation qui forment le cadre de l'activité économique. La bonne gouvernance économique comprend entre autres les principes de transparence, de responsabilité, de non-discrimination, d'efficience, de participation et d'état de droit. Ces principes sont importants, non seulement pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé. En effet, avec la bonne gouvernance économique, l'économie gagne en stabilité,
conditions cadres sont plus prévisibles, les institutions sont renforcées et leur contribution positive envers la société est mieux reconnue. Et la lutte contre la corruption voit ses chances s'améliorer. Une bonne gouvernance économique est donc un élément essentiel pour lutter contre la pauvreté, car elle favorise l'investissement et crée ainsi des emplois. La gouvernance économique concerne également les climats des affaires. Là, elle vise à garantir que les entreprises assument leurs responsabilités sociales et respectent les normes en matière d'environnement et de travail. Mesdames et messieurs, dans ces conditions, quel peut être alors le rôle de la diaspora dans le développement de pays d'origine? Dans un écosystème responsable et apaisé, la diaspora peut être une chance pour le développement lorsque, à l'évidence, elle est orientée vers la création des valeurs. En République démocratique du Congo, en l'instar de nombreux pays en Afrique et dans le reste du monde, le phénomène migratoire augmente, s'accompagne d'évolutions technologiques et infrastructurelles pouvant faciliter les transferts financiers et non financiers, ainsi que la circulation des connaissances et des compétences entre les pays. Cependant, plusieurs obstacles tels que le faible appui aux contributions des membres de la diaspora, les coûts élevés de transactions associés au transfert de fonds, tous ces obstacles freinent encore l'exploitation de ces possibilités. Il y a lieu de relever que l'intégration des personnes issues de l'immigration est aujourd'hui devenue un enjeu majeur intérieur dans de nombreux États européens. Ceci étant, les associations de la diaspora, ceci étant plus vrai, j'allais dire, les associations de la diaspora sont essentiellement considérées comme interfaces dans le processus d'inclusion des pays d'accueil. L'intervention du diplomate congolais était suivie de celle de l'orateur principal, Jules Alinguete, qui a mis en avant le fait que la situation chaotique de la RDC, observée autrefois, a occasionné la baisse des ressources financières dont le pays a grandement besoin pour sa croissance. Jules Alinguete a ainsi démontré à l'assistance les avancées réalisées dans l'assainissement des finances publiques, matérialisées par un budget national en augmentation significative depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Mesdames et messieurs, depuis près de 2 ans, l'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, sous la houlette du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Inspection générale des finances, disais-je, a entrepris une démarche de communication sur les efforts que la République démocratique du Congo est en train de faire depuis bientôt 3 ans pour instaurer une bonne gouvernance publique dans le pays. L'Inspection générale des finances est ainsi à la recherche d'un nouveau narratif en ce qui concerne la RDC, un pays qui pendant longtemps a été indexé comme étant le lieu de prédilection de la corruption, des détournements des deniers publics et de tous les antivaleurs liés à la bonne gouvernance, antivaleurs qui constituent un véritable cancer pour le développement de tout pays qui veut aller de l'avant. Nous parlons de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance parce que nous croyons fermement qu'il est impossible, même illusoire, de penser qu'il y aura développement, croissance distributive à tous. Nous croyons que la République démocratique du Congo a tout simplement manqué une chose, de considérer la corruption comme étant un frein, comme étant un obstacle majeur au développement. La République démocratique du Congo n'a
par privilégier pendant longtemps la bonne gouvernance publique comme atout au développement. Et voilà pourquoi nous avions, après 60 ans de l'indépendance, nous avions détruit la République démocratique du Congo et nous l'avons fait régresser de plusieurs pas en arrière. Aujourd'hui, conscient de cette réalité, le président de la République, l'inspection générale des finances et les autres structures de contrôle dans notre pays sommes convaincus que nous devons nous engager tous sur la voie de l'instauration de la bonne gouvernance qui passe par la lutte contre la criminalité financière, la fraude, les détournements des deniers publics, la corruption généralisée, une lutte acharnée qui doit progressivement libérer les finances et l'économie de notre pays et pour donner place à un développement souhaité par tous. Voilà pourquoi nous luttons pour l'instauration de la bonne gouvernance publique dans notre pays, que nous considérons comme étant un élément qui a beaucoup manqué à la République démocratique du Congo et qui s'est retrouvé aujourd'hui absent au rendez-vous de donner et de recevoir. Pour parler des avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, nous avions pensé faire un état des lieux de la corruption dans la gestion publique en République démocratique du Congo en 2019. Pourquoi nous avions choisi 2019? Nous avons choisi 2019 parce que c'est en cette année-là qu'un véritable travail de lutte contre la corruption, de lutte contre le détournement des deniers publics a commencé avec l'arrivée du président de la République actuelle. Et nous allons vous le démontrer. Notre travail ne constitue pas un simple discours ou des slogans. Nous allons vous dérouler les actions concrètes qui ont été menées ainsi que les résultats que nous avions obtenus. S'agissant de l'état des lieux de la corruption dans la gestion publique en République démocratique du Congo en 2019, état des lieux fait en 2019, je voudrais rapidement commencer par vous dire qu'en 2019, quand on fait l'état des lieux, la République démocratique du Congo est un État où l'incivisme fiscal est généralisé. Tout le monde fait tout pour se soustraire des paiements de l'impôt. Un premier élément. Un deuxième élément, la fraude était généralisée sur tous les plans. Sur le plan douanier, sur le plan minier et sur le plan fiscal. J'ai toujours l'habitude de dire l'état du désordre dans la gestion publique en République démocratique du Congo en 2019 n'était pas loin de la situation constatée en Afghanistan, un pays de non-loi. Donc, la fraude fiscale, douanière et minière est généralisée et tout le monde était là-dedans. Il a également été constaté, lors de cet état des lieux, un recours abusif aux exonérations fiscales, douanières et parafiscales. Les exonérations sont des actes légaux ou réglementaires qui soustraient tous les opérateurs économiques de paiement des droits de l'État. Et ces phénomènes qui devaient constituer une exception était un phénomène généralisé. Tout le monde passait par là et la conséquence, l'État congolais était privé totalement des moyens à sa disposition. L'élément suivant, c'est la recherche effrénée de profits personnels par tous les agents publics. Tous ceux qui travaillaient pour les comptes de l'État, agents publics, du président de la République au dernier employé de l'État, au dernier huissier, c'est ça le terme agent public. Tout le monde courait derrière un profit personnel. Tous les dossiers de l'État qui devaient être traités,
il y a eu la primauté de l'intérêt personnel par rapport à l'intérêt général. La corruption dans les marchés publics. Aucun marché public ne pouvait être attribué sans qu'il y ait des faits de corruption. Complaisance dans la mise en concurrence. La mise en concurrence que vous pouvez voir n'était que pour des raisons de formalité. Les gagnants des marchés publics étaient connus d'avance. Surfacturation dans tous les marchés publics. Et cette surfacturation servait en réalité de la corruption. Les marchés publics, soit étaient surfacturés pour cacher l'effet de corruption, soit les marchés publics étaient normaux, à un prix normal, mais pour ne pas être exécutés, ou pour être exécutés en réalité à moins de 20%. Inefficacité totale dans les contrôles a posteriori de tous les marchés publics confiés par l'État à des opérateurs économiques. Un phénomène aussi important à souligner, c'est la faible traçabilité de la dépense publique. Je voudrais insister là-dessus. La faible traçabilité de la dépense publique peut facilement être comprise comme étant la possibilité, lorsque l'État sort 1 million d'euros pour usage public, la possibilité de retracer réellement les 1 million sur terrain était presque inexistante. En 2019, quand on fait cet état des lieux, pour l'inspection générale des finances, la traçabilité d'une dépense publique était à moins de 20%. C'est-à-dire, lorsqu'on dépense 100 euros, la possibilité pour nous, en tant qu'organe de contrôle, de certifier que les 100 euros a servi à un usage public, de retracer donc les 100 euros à l'usage public ou sur le terrain, la possibilité était à moins de 20%. Ça signifie que 80% des fonds publics étaient détournés. Et vous comprenez, dans un pays où en 2019, nous avons un budget de 5 milliards de dollars américains, dont 3 milliards est destiné à la rémunération, 1 milliard pour le fonctionnement des institutions et 1 milliard pour l'investissement. Lorsque les gens ont une propension à détourner à 80%, les 1 milliard destinés à l'investissement ne pouvaient être retracés qu'au maximum à concurrence de 200 millions de dollars. Et ces 200 millions de dollars, si vous les répartissez sur l'ensemble du territoire qui comporte aujourd'hui 26 provinces, donc vous avez au maximum par an 10 millions que vous pouvez retracer dans les provinces. Et avec 10 millions, il est illusoire et presque impossible de prétendre à une amélioration des infrastructures, à la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, bref, tout ce qui est nécessaire pour le développement. Les pays étaient donc condamnés à une régression certaine et assurée, et par ses propres filles et ses propres fils. Un autre intervenant a été M. Junior Mbouyi, expert financier international et CEO du groupe JPG Consulting Partners. Ce dernier a planché sur l'apport de la diaspora comme facteur du développement. Il a souligné l'importance des chiffres évalués à la hauteur de milliards de dollars, rapportés par la diaspora congolaise dans leur pays d'origine. Donc, la diaspora, c'est un terme qui vient du mot grec, qui est le spiro, qui veut dire « je sème ». Et ce terme, en fait, désigne habituellement des populations qui ont été amenées à migrer, à bouger, un peu partout dans le monde. Dans certains cas, on parle de communautés ethniques, qui ont été dispersées et qui vivent en fait hors de leur pays d'origine. Et si on reprend d'un point de vue historique, vous allez voir que les grandes notions de la diaspora, aujourd'hui, on peut les retrouver et les expliquer à partir de notions liées d'une part à l'esclavage, mais aussi à partir des flux migratoires, puisque les membres de la diaspora ont été amenés à bouger un peu partout. La diaspora, au regard effectivement des mouvements qu'il y a eu, et de tous les flux qu'on constate, est porteur et apporte une contribution au développement économique.
par les transferts de fonds, mais aussi par ce qu'on appelle de la contribution collective. Donc retour au pays d'origine des investissements, la création d'emplois, de la création de valeur en tant qu'agent économique. Donc tous ces points nous amènent à dire que si on doit démontrer que la diaspora est aujourd'hui un facteur de développement, on peut dire qu'il y a des théories économiques qui disent que quand les fonds envoyés par la diaspora exercent une influence positive dans l'économie, ça contribue au facteur de développement économique du pays. Il y a aussi les ressources qui proviennent de la migration et qui permettent, comme on dit en économie, d'atténuer en fait la volatilité économique des revenus et aussi qui mettent un poids fort sur les pressions inflationnistes. Elles assurent aussi un niveau de stabilité de la consommation puisque lorsqu'on envoie de l'argent par les transferts de fonds dans les pays en question, les familles qui les reçoivent ont la capacité de pouvoir consommer. Et grâce à cette consommation, ça permet d'atténuer, de diminuer la spirale inflationniste. Et donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a un lien très fort aujourd'hui, un lien évident même, entre le développement économique et les flux financiers issus de la diaspora. Pour sa part, M. David Hood, chef d'équipe de l'European Union Global Facility, a précisé le rôle de l'Union européenne dans l'accompagnement de la RDC en matière de lutte contre la corruption. La lutte anti-blanchiment existait déjà bien avant. Alors moi j'ai de la chance parce que je fréquente le Congo maintenant depuis la fin des années 90 et que j'ai vu un petit peu comment ça a évolué. J'ai d'abord travaillé au Congo sous le drapeau, enfin la casquette du FMI, ça c'était il y a pas mal de temps. Après j'ai travaillé pour les Nations Unies là-bas aussi, et puis donc plus récemment la Commission européenne. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, c'est qu'à des degrés divers, la République démocratique du Congo a toujours été dans ce combat, avec plus ou moins de bonheur. Aujourd'hui, il y a un renforcement, et c'est très très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas parti de zéro, et ça, je pense que c'est très important, parce que les choses ont été mises en place petit à petit, avec une accélération progressive, et c'est là que je pense que c'est très important, c'est l'accélération progressive d'aujourd'hui, de ces derniers, je vais dire mois, et puis pour le futur, parce qu'il faut toujours regarder dans une direction, c'est celui-là. Et c'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Tout ce qui tourne autour de la bonne gouvernance, tout ce qui tourne autour de la lutte anti-blanchiment et le financement de terrorisme en RDC est pris extrêmement au sérieux par la Commission européenne. J'en suis la preuve vivante, je suis devant vous. Ça a été décidé immédiatement, dès que la RDC a fait sa demande d'assistance technique, nous sommes intervenus le plus tôt possible en RDC. La RDC n'a pas attendu d'être listée par le GAFI pour faire une demande d'assistance technique, la RDC avait fait sa demande bien avant. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner parce que des fois, on pense, oui, les pays font une demande d'assistance technique parce qu'ils sont listés. Pour la RDC, ce n'était pas le cas. La RDC a fait sa demande avant. Donc nous prenons en charge 34 pays aujourd'hui, dont la République démocratique du Congo, qui pour nous est l'un des pays les plus importants que nous avons, à la fois en Afrique centrale, mais aussi en Afrique en règle générale. Et ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Nous avons fourni pas mal d'assistance technique, essentiellement aujourd'hui à la CNRF, mais aussi à l'autorité qui s'occupe du recouvrement des avoirs. Et je pense que là aussi, encore une fois, on va continuer de développer notre assistance technique avec le pays, et ça sera de plus en plus important, parce que l'accompagnement se passe bien, parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui répondent, des gens qui sont proactifs, et pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Notre action au sein de la République démocratique du Congo. Notre action, elle est simple. Elle se fait à un niveau à la fois international, c'est nous. Nous avons un projet régional qui est basé, c'est mon ancien projet qui est basé à Nairobi qui intervient. Et puis nous avons des interventions qui sont plus bilatérales, qui sont plus liées directement à la lutte contre la corruption ou à la lutte contre certains types de criminalité dans le pays. Monsieur Alex Lumpali, professeur en sciences économiques et gestion de l'Université de Namur, est revenu sur le défi de l'état de droit dans la bonne gouvernance et l'assainissement des finances publiques. Je voudrais bien commencer par vous dire que la grande question qui se pose en réalité, c'est qu'il y a bien des sociétés, effectivement, qui se développent, qui créent des richesses, alors que d'autres sont dans la stagnation permanente et sont pauvres. Et que les trajectoires donc des sociétés en règle générale ne sont pas les mêmes en matière de développement économique.
La question donc centrale serait celle, en effet, comme je le disais tout à l'heure, des institutions, de règles qui sont les plus déterminantes pour engager de modifications profondes de ce que j'ai appelé tout à l'heure les corps sociaux. Lorsque vous avez un environnement assaini par des règles, la tendance, c'est qu'on peut obtenir une certaine modification de comportement. Un autre temps fort de cette conférence débat ont été les réactions de l'auditoire. Les participants ont posé des questions aux différents orateurs, particulièrement au gendarme financier congolais, Jules Alingué Tekei. Un moment d'échange tout aussi enrichissant. Je m'appelle Dr Maëlé Ilema. Ma question, je m'adresse à M. Gilles Alingué. Je voulais dire tout simplement que la corruption organisée est égale à la mafia. Or, la mafia s'appuie sur 3 piliers, qui est la justice, les services de sécurité, dont l'armée et la police, et je peux ajouter les politiciens. Ici, nous avons cette volonté politique, donc les politiciens, la volonté politique incarnée par le président de la République. Mais ma question, la première question, comment combattre cette corruption si nous n'arrivons pas à combattre les 2 autres piliers, donc qui est la justice et l'armée? Moi, je vous considère comme, entre guillemets, le premier conseiller du président de la République en matière de la corruption. Est-ce que vous avez déjà proposé au président de la République de nommer ou bien de créer un Gilles Alingué à la justice? C'est Madame Gabrielle Ngaloula. Je suis professeure. Bonsoir, messieurs. D'abord, merci pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Mais concernant Monsieur Alingué Tekei, je m'insurge tout d'abord sur votre première introduction concernant l'apologie de la colonisation. Je voudrais savoir qui ou quel organisme vous contrôle, vous. Je voudrais vraiment le savoir parce que il serait quand même bon aussi qu'on puisse vous contrôler. Vous faites peur, et alors qui peut vous faire peur, vous? Nous avons aussi un organisme de la lutte, une brigade de la lutte contre la corruption. Est-ce que vous contrôlez cette brigade? Parce qu'il y a encore ceux qui sont à ce niveau-là. On a vu qu'il y avait quand même ceux qui luttaient des corrupteurs. Et c'est ceux qui punissent qui sont en général les bénéficiaires premiers de la corruption. L'impact de l'amélioration du budget de l'État sur le panier de la ménagère est un impact indirect. Le rôle de l'État dans toutes les économies modernes, c'est de créer les conditions qui puissent favoriser l'éclosion ou l'amélioration de l'investissement privé ou de l'investissement dans son ensemble. Et c'est l'investissement qui crée l'emploi, qui résorbe au fait les chômages que nous avions, qui crée l'emploi et qui aboutit en réalité à l'amélioration des vécus quotidiens de l'ensemble et de la majorité. Donc, il ne faut jamais suivre. Moi, je ne suis pas politicien, je suis économiste. Je suis spécialiste en questions économistes. J'ai fait le climat des affaires et j'ai fait les finances publiques. Et je suis étonné de voir les politiques tenir ces discours, les budgets de l'État et les paniers de la ménagère. Il n'y a aucune corrélation directe. La corrélation est indirecte. L'État doit faire son rôle d'assainir les milieux, de favoriser les affaires, et c'est avec les affaires, avec l'investissement qu'on peut résorber l'emploi, qu'on peut résorber le chômage, créer les emplois et améliorer la situation de tout le monde. L'amélioration donc du budget de l'État a un impact direct sur des personnes qui sont prises en charge directement dans le budget de l'État. Voilà ce que je peux vraiment vous dire, qu'on ne soit pas dans cette confusion. Deuxième élément, comment on se sent quand
les voleurs sont libérés. Nous devons être directs et nous devons parler. Ne pensez pas que la corruption dont on est en train de parler, c'est une corruption qui était sectorielle, qui était partielle. La corruption a été généralisée. Vous ne pouvez pas épargner le système judiciaire de la corruption que le pays a vécu. Donc pour nous, le plus important, ce n'est pas de dire qu'est-ce qu'on sent quand on voit des personnes que nous avions poursuivies être libérées. Le plus important pour nous, c'est de dire chacun doit faire sa part des choses. Nous, en tant qu'organes de contrôle, nous faisons notre travail, nous appréhendons des personnes qui détournent les fonds publics, nous les amenons devant la justice. Cette criminalité financière a opéré à tous les niveaux. La criminalité financière a des parrains politiques, la criminalité financière a des parrains dans l'appareil judiciaire, la criminalité financière a des ramifications partout. Donc, il nous arrive de gagner la bataille de la lutte contre la corruption. Il arrive également que nous soyons confondus, nous soyons déçus, mais cela ne nous décourage pas. Le plus important pour nous, c'est de voir globalement, est-ce que nous sommes en train d'avancer ou nous sommes en train de reculer. Et je pense que globalement, nous sommes en train d'avancer. Et dans les mêmes volets, je voudrais aussi dire une chose. Est-ce que vous pensez que la seule sanction qui est poursuivie quand nous appréhendons les détourneurs des deniers publics, c'est la justice? Ce n'est pas la seule sanction. Moi, je pense qu'il y a 3 sanctions quand nous faisons ce travail. Il y a la sanction administrative qui peut conduire à la suspension ou à la révocation de la personne qui perd son emploi. Il y a la sanction judiciaire qui peut suivre. Il y a également une sanction importante, très importante que nous devons tous porter, la sanction sociale, la réprobation. Si nous l'activons aujourd'hui, vous savez quelle est la valeur d'un être humain? Que toute la société sait que c'est un corrompu, c'est un voleur, c'est un détourneur. Il peut se promener, mais il n'a pas la conscience tranquille. J'ai toujours dit à nos enfants, à l'école, à l'université, vous les autres, posez la question à leurs enfants. Dites à leurs enfants, le soir quand vous rentrerez, demandez à votre père pourquoi il vole l'argent public. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit aux enfants des autres, dites-leur que ton père est un voleur, même s'il est libre. Nous savons qu'il est le fossoyeur de notre économie. Et ça c'est une sanction, dire madame, lorsque votre fils rentre le soir et dit, papa, on nous a dit que vous êtes un voleur. Je pense que c'est très choquant pour un parent que cela lui soit dit de son enfant. J'ai vu les gens aller déposer des candidatures et j'ai vu des innocents chanter contre eux en disant voleur, voleur, voleur. Ils étaient tous confus. Ils avaient le courage, ils pouvaient disparaître, ils étaient en train de marcher. Mais d'autres Congolais disaient, on te connaît, tu es voleur. Et j'ai dit aux Congolais aujourd'hui, tous sont en train d'aller vers les élections. Ils viennent vers vous. Dites-leur ce qu'ils sont. Même si la justice leur a dit qu'ils ne sont pas ce que nous leur avons dit, mais vous connaissez la vérité. Et j'ai dit à ceux-là qui ont eu leurs acquittements, prenez votre acquittement gardé par des vers. Vous n'avez même pas honte. Moi, je ne crois pas. La justice peut acquitter quelqu'un tout simplement parce que les magistrats, parce que nous allons revenir avec les parquets financiers, parce que les magistrats, les procureurs n'ont pas pu convaincre les juges de la culpabilité. En matière de détournement, dans le droit congolais, il y a une difficulté. Pour que les juges acceptent le détournement, il faut que nous puissions prouver le transfert des biens publics, des patrimoines publics vers les patrimoines privés. Donc nous devons prouver cela, et ça c'est notre législation. Et c'est parfois une gymnastique difficile. Vous voyez que toutes les évidences sont là, que la personne a bel et bien détourné. Je peux vous donner un exemple. Quelqu'un qui a surfacturé un marché qui devait être de 10 millions, il a surfacturé à 20 millions. La surfacturation est là, mais on va vous demander, oui, la surfacturation est là, mais la condition sine qua non, il faut nous prouver que les produits de la surfacturation a quitté le domaine public, le patrimoine public, vers le patrimoine de l'individu. Parfois, c'est qu'il y a un exercice difficile, mais nous restons dans notre conviction que c'est un fossoyeur, que c'est un détourneur, même si nous sommes allés devant la justice
On l'a laissé libre, mais il est conscient que ce que nous sommes en train de dire, c'est une vérité. Cette conférence débat a mis en évidence les efforts de la RDC dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, ainsi que le travail que n'a de cesse d'accomplir l'IGF dans cette croisade d'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, ainsi que les nombreuses réussites constatées, notamment en termes d'amélioration du climat des affaires et d'investissement. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, l'IGF est reconnu au-delà des frontières congolaises pour sa détermination dans l'effectivité de la lutte contre la corruption, l'éradication des réseaux de criminels financiers afin de remettre le pays sur la voie du développement économique. À l'issue de cette rencontre, l'auditoire a pu apprécier les efforts déplacés par l'IGF afin de placer la RDC sur orbite pour son progrès et envisager l'avenir avec sérénité.